bonjour et bienvenue sur Médian TV. Nous reparlons de la situation dans la bande de Gaza. Israël continue ses bombardements destructeurs et qui font plus de 6500 morts, essentiellement des civils, dont une majorité de femmes et d'enfants. Sur la scène diplomatique, c'est une paralysie totale qui continue, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, où 2 nouvelles résolutions ont été rejetées cette nuit sur fond de bras de fer russo-américain. Les pays arabes dont le Maroc apportent leur soutien aux Palestiniens. On parle de tout ça avec notre invité. Il s'agit du professeur Zakaria Abou Dahab, donc professeur à l'université Mohammed V et professeur en relations internationales que nous retrouvons à Rabat. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, cher Omar. Alors, on a l'impression que sur le terrain, les choses s'empirent, mais sur le plan diplomatique, c'est encore la paralysie totale. Si vous voulez, c'est la dialectique du glaive, du soldat et du diplomate, comme on le dit en relations internationales. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, il y a une paralysie presque totale du Conseil de sécurité. Cela, d'abord, tient à cette configuration très dépassée qui donne le droit de blocage de veto à des puissances internationales, les 5 membres permanents de ce Conseil. Et en même temps, de la persistance, si vous voulez, de l'opiniâtreté de certaines puissances qui malheureusement relèvent au second plan toutes les considérations humanitaires. Évidemment, il faut dire qu'il y a eu la première initiative russe, ensuite il y a eu l'initiative brésilienne, ensuite il y avait une initiative russo-chinoise pour au moins décréter un cessez-le-feu immédiat et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Les États-Unis, à leur tour, ont essayé de le faire à leur manière, mais en condamnant notamment le Hamas et en répétant leur soutien indéfectible à Israël. Donc, on voit très très bien que c'est une cacophonie, si vous voulez. Ça renseigne sur des tensions au niveau de l'Organisation des Nations Unies de façon générale. Malheureusement, ceux qui en font les frais chaque jour, on le sait, ce sont les Palestiniens. Il faut dire que la situation aujourd'hui, malheureusement, sur le plan diplomatique, n'entrevoit pas, du moins à court terme, des possibilités de sortie. Et puis, par ailleurs, les bombardements continuent et donc le monde aujourd'hui est spectateur passif malheureusement ce qui se passe, un drame devant nous qui se constitue et on ne sait pas encore quels en seront les tenants et les aboutissants. Donc une suite à surveiller. Alors, on reste toujours sur le plan diplomatique. On voit que quand même les pays arabes, même si leur capacité d'inflexion malheureusement semble limitée, quand même des voix. Bon, on a vu l'intervention hier de l'ambassadeur permanent du Maroc aux Nations Unies, Omar Hilal. Comment ces voix-là peuvent contribuer à faire avancer quand même les choses sur le plan diplomatique? Parce que depuis lors, on n'est parvenu à aucune avancée, notamment au Conseil de sécurité. Oui, ça rappelle le sommet de la paix qui a été convoqué par l'Égypte avec la participation de plus de 30 pays. Donc on voit très bien qu'il n'y avait pas eu à cette date-là consensus général entre notamment les pays occidentaux, l'Allemagne, la France, il y a eu même les États-Unis, l'Angleterre ainsi que d'autres, et les pays arabes. D'abord par rapport à la condamnation du Hamas dans les termes les plus forts, et deuxièmement par rapport aussi à on va dire la condamnation d'Israël de l'autre côté. Donc on voit très bien qu'il y a eu une sorte de chassé-croisé, et d'ailleurs ça n'avait pas abouti à un communiqué final, à une déclaration dans laquelle on pouvait peut-être entrevoir les possibilités d'actionner une sorte de feuille de route. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a de plus en plus de pression psychologique face au drame qui se déroule devant nous chaque jour. Les pays arabes doivent encore, à mon sens, changer de mode opératoire. Ils le font de façon incantatoire, certes, avec les déclarations, avec des tonalités qui sont différentes. On voit par exemple la délégation algérienne qui est sortie au moment où le ministre des Affaires étrangères israélien avait pris la parole. D'accord, mais les pays arabes collectivement doivent agir, à mon sens, de façon opérante cette fois-ci, auprès notamment d'Israël et auprès des États-Unis et les autres pays, pour au moins décréter un cessez-le-feu. À ce jour-là, malheureusement, les déclarations restent inaudibles de la part des Américains qui donnent le feu vert à Israël. Et de l'autre côté, nous sommes dans une situation qui est très compliquée. Je crois que vous l'avez si bien suivi certainement, l'échange qui a eu lieu entre M. Guterres et le représentant israélien qui avait dit, in texto, dans quelle planète vous vivez? Donc on voit très très bien que nous sommes dans des scénarios qui sont pratiquement inextricables, si vous voulez. Et franchement, aujourd'hui, il y a une sorte
comment dirais-je, de dépassement par tout le monde de l'intensité des affrontements sur le terrain. Mhm. Et Israël, d'ailleurs, Premier ministre israélien hier avait tenu des propos en disant que l'offensive terrestre tiendra lieu. Donc, en dépit de tous les appels, on voit très bien que Israël signe et persiste. Mhm. Alors, justement, vous parlez de cette offensive terrestre. L'armée israélienne a annoncé avoir eu des incursions, avoir fait des incursions dans la bande de Gaza cette nuit pour le moment. On attend d'en savoir davantage, notamment sur le bilan et ce qu'en dit aussi le Hamas, qui dit attendre donc de pied ferme une probable opération terrestre israélienne. Alors, le système international montre ses limites en termes de diplomatie. Quelles sont aujourd'hui les autres alternatives qui s'offrent notamment aux pays arabes pour pouvoir infléchir la situation au-delà du cadre onusien? Il faut prendre des mesures, je dirais, quasiment radicales. Il faut le dire. Puisque, permettez-moi de le rappeler, c'est Omar, que même les pays arabes n'ont pas la même position concernant on va dire, le traitement à avoir avec l'État hébreu. Il faut le dire. Des pays qui ont choisi de nouer un dialogue avec cet État et d'autres qui choisissent de rester dans l'opposition, parfois même la plus radicale, si vous voulez, la Syrie, l'Algérie. Bon, chacun a ses raisons. Comme disait Pascal, le contraire d'une erreur n'est pas l'erreur, mais une vérité contraire. Et chacun part de ses intérêts, de ses calculs, de ses pondérations. Euh, je, je voudrais rappeler qu'en 1973, il y a eu la guerre du 7 octobre du Kippour. Et à l'époque, vous savez, les pays arabes, très forts, d'ailleurs, ceux qui ont le pétrole et au sein même de l'OPEP, ont décidé de boycotter l'Occident parce qu'il avait apporté un soutien indéfectible et inconditionnel à l'État d'Israël. Évidemment, nous ne sommes pas dans cette configuration aujourd'hui parce que le rapport de force a changé. Il n'y a plus d'Union soviétique qui pouvait peut-être apporter son soutien direct à des pays qui se réclament au moins d'un certain socialisme ou d'une action collective. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut changer de mode opératoire. Les déclarations, c'est bien, c'est insuffisant. Il faut agir de concert, des pressions, utiliser des moyens, cette fois-ci de pression de type matériel sur le plan économique et autres, voire même, je ne dirais pas que nous irons jusqu'à l'affrontement militaire. Non, ce n'est pas là l'objectif, mais je crois qu'il faut quand même que même les pays arabes unissent leur mode opératoire par rapport au traitement aujourd'hui à avoir concernant cette crise majeure et en même temps définir une sorte de cadre juridique dans lequel on précisera comment, dans le futur, ces pays arabes allaient reprendre leurs relations ou avoir leurs relations avec l'État d'Israël, notamment en perspective de la reprise du processus de paix au Moyen-Orient. Alors, dans ce contexte quand même, on voit que ce soit les pays de la région, on pense notamment à la Turquie, à l'Iran, qui quand même commencent à hausser le ton, notamment le cas de la Turquie qui avait plutôt adopté une position médiane au début. En quoi ces pays-là, eux aussi, peuvent faire bouger les lignes? L'Iran a un statut particulier dans le sens, on le sait, qu'il était toujours pointé du doigt de la part d'Israël, de la part des États-Unis, de financer, de soutenir logistiquement, militairement les partis, dans le cas de ce qu'on appelle les partis politiques de proxy war ou les mouvements comme le Hezbollah, comme le djihad islamique, etc. Israël, radicalement, se situe aux antipodes de ce régime des ayatollahs, si vous voulez, et tout le monde met en garde contre l'élargissement du spectre de la guerre. L'Iran, stratégiquement, n'a pas intérêt à s'immiscer directement dans ce conflit parce qu'il a ses propres calculs, notamment la levée des sanctions, la reprise des négociations pour aboutir à un accord sur le nucléaire, etc. Mais il le fait de manière ponctuelle, conjoncturelle et intervient évidemment quand il le faudra, mais de façon indirecte, ça on le sait. Pour la Turquie, c'est autre chose, puisque même l'AKP, qui est donc le parti de M. Erdogan, c'est un parti d'inspiration islamiste, entre guillemets, c'est-à-dire une certaine obédience liées aux frères musulmans. Et on sait très bien que la Turquie abrite un certain nombre d'éléments, si vous voulez, ou de membres du Hamas, donc le mouvement de résistance islamique. Et en même temps, on sent très bien qu'avec la dérive que nous constatons chaque jour au niveau du terrain, eh bien, M. Erdogan, avec le franc-parler habituel, n'a pas mâché ses mots hier devant le Parlement turc en disant que ce que fait Israël est aujourd'hui quasiment une sorte de génocide et que il n'a pas dit ainsi, mais implicitement, et que le Hamas n'était pas un mouvement terroriste. Donc, jusqu'où cela peut aller,
Je crois uniquement ça va avoir des incidences bilatérales entre la Turquie et Israël. À la limite, peut-être rupture des relations diplomatiques, c'est le scénario d'il y a quelques années. Donc, même la Turquie, seule comme pays, ne peut pas, à mon sens, modifier le rapport de force sur le terrain. Il faut voir, comme je l'ai dit ailleurs, aujourd'hui, au niveau du Conseil de sécurité, vu les morts, le nombre élevé des morts au niveau surtout de la bande de Gaza, il faut instaurer, décréter, imposer un cessez-le-feu, au moins passer par l'Assemblée générale. S'il y a un blocage toujours au niveau du Conseil de sécurité, on pourra le faire parce qu'il y a une jurisprudence antérieure par rapport à cette question-là, et par la suite permettre encore une fois de fluidifier les aides humanitaires parce que la situation est dramatique. Vous savez, même l'UNRWA, qui est l'agence qui prête secours aux réfugiés palestiniens depuis 1949 déjà, UNRWA en anglais parce que c'est plus facile, ne peut plus fournir ses services compte tenu de la situation très dangereuse sur le terrain. Où nous allons aujourd'hui avec ces scénarios dramatiques de mort à répétition? C'est ça la grande question qu'il faudra poser. Effectivement, vous parliez de l'UNRWA qui dit ne plus être en mesure de fournir son assistance par manque, entre autres, de carburant, car les ambulances même n'arrivent plus à pouvoir circuler donc dans la bande de Gaza. Alors, cela dit, on voit quand même la pression populaire à travers le monde. Ce n'est pas que dans les pays arabes, mais une sorte d'unanimité populaire semble être constatée. Finalement, entre la pression de la rue et les intérêts stratégiques des États, l'équation semble compliquée, professeur. Oui, très compliqué. Il faut dire quand même que dans les démocraties, de façon générale, et autres, un système sans distinction aucune, il y a quand même cette pression de la rue qui fait qu'il y a une solidarité transnationale, si vous voulez, entre des sociétés qui voient devant elles ce qui se passe en termes de drame. Et là, c'est l'humanité qui est interpellée, vous savez, philosophiquement, sur le plan anthropologique, sur le plan ontologique. Et ça va crescendo, certainement. Ça va évidemment, comment dirais-je, brûler les cartes politiques de certains dirigeants qui n'ont rien fait. Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de rendez-vous électoraux qui planent à l'horizon, aux États-Unis par exemple, en 2024, donc très très prochainement. Pour M. Biden, il n'est pas évident qu'il ait un second mandat. Donc, grosso modo, oui, la pression de la rue, ça nous montre quand même que la question palestinienne reste et demeure, malgré qu'on dise, au centre des préoccupations humaine, si vous voulez, de façon générale, et qu'elle n'a jamais été écartée. Voilà, c'est un avantage, à mon sens, pour la cause palestinienne, qui nous montre ses solidarités, comme je l'ai dit tout à l'heure, transnationales. Je voudrais quand même rebondir, Omar, sur la proposition de M. Macron, parce qu'il a eu des rencontres, des entretiens hier. En fait, mettre en place une sorte de coalition pour endiguer, si vous voulez, le Hamas et les autres mouvements qualifiés par M. Macron de terroristes. Moi, je crois que c'est extrêmement dangereux parce que ça va reprendre ou nous rappeler un peu le scénario de post-11 septembre et finalement vilipender toute velléité d'indépendance et de décolonisation, puisque quand même les territoires palestiniens occupés restent au monde les seuls territoires qui n'ont pas accédé à l'indépendance. Et donc, on voit très très bien que la solution n'est pas de constituer une coalition, parce que ce n'est pas là le vrai problème, mais plutôt s'interroger sur les racines de la situation actuelle. Tout le monde le sait, toutes les personnes sages considèrent que c'est la réalité de l'occupation qui a engendré ces situations. Il ne faut donc pas fausser les termes du débat. Il faut revenir à ce qui s'est passé en juin 1967 et dire, au final aujourd'hui, quelles sont les responsabilités des uns et des autres, même les responsabilités palestiniennes, ça c'est clair, mais c'est une question intérieure sur le plan politique, la réalité de la présence israélienne sur les territoires occupés, notamment au regard du droit international en général et du droit international humanitaire en particulier. Le droit international humanitaire, en tout cas selon le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, Israël viole le droit international humanitaire, des propos qui lui ont valu une levée de bouclier. En tout cas, le débat continue. On sait que de façon générale, tout ce qui avait été commis dans la bande de Gaza, dans les différentes guerres entre Israël et les factions de la résistance palestinienne, n'ont pas abouti sur le plan judiciaire, en tout cas, à des décisions majeures. Alors, maintenant, cela dit, sur le terrain, Israël, comme je le disais tout à l'heure, commence
avec ces incursions. En quoi cela pourrait changer la donne une fois que ces incursions ou cette opération terrestre est lancée? Pensez-vous qu'il y aurait aggravation de la situation ou plutôt peut-être un rééquilibrage du rapport de force sur le terrain? Premièrement, c'est une question politique, mais aussi de survie même pour M. Netanyahou, il faut le dire, parce qu'il a perdu beaucoup de cotes en termes de popularité. Le Tsahal est aussi interpellé, l'armée israélienne, le Mossad aussi, tout ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas non plus dissimuler la réalité des choses, c'est que pour les Israéliens, il y a eu une surprise stratégique, comme on le dit en jargon militaire, puisque les attaques ou l'offensive du Hamas du 7 octobre était véritablement un choc terrible sur le plan stratégique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réalité de terrain. Maintenant, vous menez une guerre contre qui? Contre des populations, des armées, contre le Hamas. Où est-il? Où il s'abrite? Est-ce qu'il a des bases militaires? Où est-il? Est-ce qu'il est dans les tunnels? C'est la grande question. Ça repose les termes du débat en ce qui concerne les guerres dites asymétriques ou non conventionnelles. Ça nous rappelle, entre guillemets, ce qui s'est passé entre les États-Unis qui a traqué ou qui ont traqué Al-Qaïda. Et donc l'Afghanistan, 20 ans de présence n'ont servi à rien au final, parce qu'on avait dit que c'était le terreau précisément de ce genre de mouvement, y compris Al-Qaïda. Troisième point essentiel, c'est que est-ce que réellement cette offensive terrestre, d'ailleurs que M. Biden, il y a très très récemment, avait dit qu'il n'avait pas du tout dit aux Israéliens de reporter cette offensive terrestre. Moi, je crois qu'il y a une situation très compliquée sur le terrain. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, de get happens. Il y a beaucoup de pièges. Les membres du Hamas maîtrisent le terrain. Je crois que ça va être un drame indicible, pour reprendre une expression utilisée par la Charte des Nations Unies en juin 1945, en préambule, les souffrances indicibles. Ça va causer des souffrances indicibles. Ça va pousser les populations du nord de Gaza de se déplacer. Et c'est là le problème. Nous allons assister, cette fois-ci, véritablement à un génocide. Et il faudra, à mon sens, là prévenir un scénario de ce genre, parce que tout le monde aura sa part de responsabilité. Donc, pour résumer, si vous voulez, moi, je suis pas expert en action militaire, etc. Mais grosso modo, si intervention militaire il doit y avoir, il faut que cette intervention soit bien ciblée, localisée, éviter de faire tomber des âmes innocentes, parce que cela sera véritablement impardonnable et ce sera une action qui est extrêmement délicate. En tout cas, jusqu'à présent, déjà 6500 victimes sont à déplorer. Merci à vous, professeur Zakaria Aboudahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous ce matin, professeur. C'est réciproque, M. Omar. Très bonne journée. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.